Est-ce le bon moment pour lancer sa boîte? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec trois entrepreneurs affûtés. Ils ont lancé leur start-up ou leur nouveau projet en pleine crise du Covid. Alors vous vous dites peut-être, voilà, c'est pas l'idée du siècle. Eh bien, eux, ils pensent tout le contraire et on va en discuter avec eux. Ils vont nous expliquer pourquoi c'était le bon moment pour eux de lancer leur boîte. Alors, on vous accueille aujourd'hui au Cercle de Wallonie, du côté de Liège, et on a le plaisir de recevoir Mohamed Bahadou. Vous êtes patron de Flyer.be. Mohamed, bonjour. Bonjour. Laurent Serrier, vous dirigez Fruit, F-R-O-U-I, une marque de jus de fruits. Bonjour. Bonjour. Et Geoffroy Utenhove, vous êtes le patron de la start-up Syndic for You. Bonjour. Absolument, bonjour. Alors bienvenue à tous, et je vais directement aller dans le vif du sujet avec vous, Mohamed Bahadou. Donc je le disais, vous dirigez Flyer.be. Alors Flyer.be, c'est une entreprise qui va créer des flyers, des affiches, des posters pour d'autres entreprises, vous faites dans le marketing. Et eh bien, la crise du Covid est arrivée, on connaît tous l'histoire, et là, boum, les budgets de marketing ont été complètement supprimés, on va dire, ou en tout cas fortement réduits dans les entreprises. Et donc, vous m'avez dit, à cette époque-là, moins 95% de chiffre d'affaires. Donc, c'est un peu la cata. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on réagit? Effectivement, j'imagine que aujourd'hui c'est devenu banal de le dire, mais beaucoup d'entreprises ont été touchées du jour au lendemain. Quand je dis 95% du jour au lendemain, c'est plutôt dans les débuts, où on voit le carnet de commandes rempli. Le lendemain, au niveau du lockdown, on n'avait quasi plus rien. Et effectivement, donc nous on est dans le support visuel, support marketing aux entreprises, et donc plus d'événements, plus de salons, plus de foires, plus d'Oreca. Donc c'était un gros coup qu'on n'attendait pas, et on avait deux options, quelque part, deux écoles. Il y avait soit on ferme et on fait le gros dos et on attend, soit on fait quelque chose. Et la première chose à laquelle on a pensé, c'était de comment tirer profit de notre know-how, c'est l'imprimerie, la digitalisation, puisqu'on est imprimerie en ligne. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire en ce moment? On était en pleine mode et pénurie, tout ce qui était masque à l'époque. Et donc on s'est dit que il fallait investir dans quelque chose qui était durable, en même temps qui pouvait répondre aux besoins de la crise au court terme et plus durable à long terme. Et donc l'idée des masques personnalisés de bonne qualité est venue, a fait son chemin. Et donc comme ça, du jour au lendemain, il a fallu plonger dans le sujet, chercher les fournisseurs, s'équiper, transformer des lignes de production, parce que c'est des lignes qui sont dédiées à l'impression papier ou support, d'autres supports. Il a fallu transformer une ligne complète, engager des couturiers, commander le matériel et faire tout le marketing autour, mettre en place une plateforme pour commander. Et donc c'est ce qui a été fait. Donc un pivot assez radical à ce moment-là, donc vers une toute autre activité que vous ne connaissiez pas à l'époque. Alors Laurent Serrier, je me dirige vers vous. Vous, c'est un petit peu différent. Vous étiez employé chez un grand acteur des télécoms, on va dire. Et la crise du Covid arrive et vous décidez tout simplement de démissionner pour créer une nouvelle société. Alors est-ce que c'était vraiment la bonne idée à cette époque-là, ou est-ce qu'on ne vous a pas pris un petit peu pour un fou? Certainement, bonne idée, je ne sais pas. En tout cas, je ne la regrette pas du tout actuellement. Donc on a été frappé plein de fouet par le Covid pour deux raisons. Première raison, quand vous vous lancez dans un secteur comme les boissons ou la food et que vous n'avez plus l'Oreca, votre chiffre d'affaires, même les grands groupes, ils diminuent fortement. Et la deuxième raison aussi, c'est qu'on avait, mon associé et moi, un job tout à fait confortable, et donc tout le monde nous a un peu pris pour des fous. Mais d'un autre côté, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une question aussi de cœur. On ne sait pas vraiment l'expliquer, et pour donner des raisons aussi à nos changements et à notre relatif succès en ce moment, je pense que les gens ont changé leurs habitudes de consommation de par cette crise, de par tout ce qui se passe. Les gens aussi, certaines personnes, certains projets ont eu plus de temps pour ne pas être noyés dans l'opérationnel et réfléchir à plus de changements structurels, plus de changements qui pourraient véritablement se calquer sur ces nouvelles habitudes de consommation. Et c'est un peu ce qu'on a fait, mon associé et moi. Au début, tout en gardant notre job, en voyant cette crise arriver par Skype, avec un peu d'appréhension.
Et puis est venue en fait la vague de ces habitudes de changement de consommation tournées vers plus de bio, plus de local, où les gens... Et vous produisez d'ailleurs vos jus de fruits, je pense, pas très loin d'ici, du côté tout à fait. Herve. On produit dans un atelier qui est situé à Herve. Et donc voilà, évidemment, passer d'un tableau Excel, aussi bien pour mon associé et moi, à de la manutention, c'est différent, mais ça a aussi tout son charme et tout son intérêt. Et je pense que j'étais aussi moi-même dans une démarche personnelle de faire quelque chose de plus manuel, plus tourné vers le local et vers une dimension peut-être un peu plus humaine. Et donc aussi bien pour mes aspirations personnelles que pour les opportunités du moment, je ne le regrette pas du tout. Voilà, donc se lancer à une époque compliquée, vous avez osé le faire, et Geoffroy Tonneau, vous aussi. Alors vous partagez un point commun avec Laurent Serrier, c'est que vous étiez aussi dans les télécoms, mais chez un concurrent, si j'ai bien compris. Absolument. Voilà, mais donc vous aussi, vous vous êtes dit, voilà, je vais me lancer et je vais créer cette start-up Syndic4You. Alors Syndic4You, c'est une plateforme qui va permettre aux syndics d'immeubles, on parle des petits immeubles qui n'ont pas de syndic professionnel, donc de gérer quelque part leur copropriété. Alors, ce qui s'est passé avec le Covid, ça a été évidemment un choc aussi pour vous, c'est que du jour au lendemain, un arrêté royal a tout simplement annulé, supprimé toutes les assemblées générales de copropriétaires. Donc ça veut dire que tous les copropriétaires n'avaient plus forcément d'intérêt à accéder au type de service que vous vendez. Alors là, on se dit, on se retrouve face à ce type de problème. Ouais. De nouveau, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, oui, c'est vrai que c'est très dur, parce que d'autant plus qu'on avait un business model qui reposait réellement sur les AG de copropriété. Donc, on avait un modèle qui permettait de profiter de la plateforme gratuitement en forme de période d'essai jusqu'à la prochaine AG. Et puis, lors de l'AG, décision, est-ce qu'on continue, oui ou non, en système payant ? Le problème, c'est que quand il n'y a plus d'AG, ça veut dire que les gens restent en période d'essai indéfiniment. Donc, effectivement, c'était un petit peu le problème. Et donc, d'autant plus qu'on arrivait à la période chaude des AG, parce que la plupart des assemblées générales ont lieu en Q2. Et donc, en fait, la première décision, on coupe tous les budgets marketing et on prend du recul. Et on se dit, en fait, vu que de toute façon, il n'y a plus qu'un client qui va tomber, il n'y a plus qu'un contrat qui va se signer, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, en fait, si on prend du recul, il faut réfléchir sur, finalement, la proposition de valeur. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose qu'on vend ? Est-ce que ça correspond 100% à ce que les clients y veulent ? Et de l'autre côté, il faut absolument changer le go-to-market et arriver en fait, à trouver un acteur qui pouvait en fait, nous faire rentrer dans toutes les copropriétés, ou en tout cas une grosse partie des copropriétés en Belgique, d'un seul coup, et non pas continuer à les récolter l'un après l'autre en construisant un pipe qui on ne sait même pas quand il allait tomber, vu que les AG étaient toutes... Et est-ce qu'on se dit pas à un moment, en fait, j'ai pris la mauvaise décision, je fais marche arrière ou j'abandonne tout, je reviens dans les télécoms ? Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Je pense qu'il faut juste avoir assumé ces décisions, ça c'est une chose. Après, avec du recul, non, c'est évident, c'était le choix à faire, dans le sens où je suis hyper épanoui et in fine, ce qu'on a construit entre il y a un an et aujourd'hui, c'est extraordinaire de voir où on a été il y a un an. C'est-à-dire, en fait, quasiment nulle part, vu qu'on avait quelques premiers clients et finalement quasi rien devant nous. Et aujourd'hui, on a construit une plateforme avec plein de clients qui sont hyper contents. On a construit un partenariat unique avec le plus gros assureur en Belgique. On a vraiment maintenant un bel avenir devant nous. Et donc voilà, ça c'est vraiment, avec du recul, c'est génial, quoi. Ouais. Et vous, Mohamed Bahadou, avec du recul, un an après, c'est quoi le bilan ? Parce que vous êtes lancé vraiment dans une toute nouvelle activité, la couture, on va dire, vous y connaissiez rien, et d'un coup, vous avez créé un atelier de couture, donc c'est quand même pas rien. Voilà, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Mais exactement, et on va dire les bonnes nouvelles appellent les bonnes nouvelles. On n'avait pas ça en tête au début. Donc, création d'un atelier de couture, mais finalement, on s'est rendu compte avec le temps que même si la production de masques va s'arrêter, et on l'espère pour tout le monde que ça va s'arrêter, en fait, en Belgique, on n'a quasi plus d'ateliers de couture. Tout a été délocalisé il y a des années vers d'autres pays, la Chine, au mieux Europe de l'Est. Et donc, on s'est rendu compte qu'avec l'effet Made in Belgium, ou local, où tout le monde voulait revenir, que ça va même au niveau des institutions publiques, même les uniformes de la police,
souhaitent revenir, par exemple, pour être refaits, recousus en Belgique. Parce que c'était plus le cas il semblait que c'était plus le cas. Je prends un article de mémoire que j'ai lu à ce sujet. Il y avait une polémique à ce sujet-là. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'atelier couture. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a eu, en fait, finalement, en vendant des masques, on s'est fait contacter par des gens qui voulaient coudre des vêtements, au final. Et donc, c'est comme ça qu'on a, à côté de ça, on a pu signer des contrats, par exemple, avec les pompiers de plusieurs communes en Belgique pour faire, en fait, on ne savait même pas que ça existait, mais toutes les retouches des vêtements de pompiers, c'est très spécifique. Et en fait, après chaque intervention, c'est déchiré et ainsi de suite. Et donc, on a pu signer ce contrat-là. C'est un contrat de 3 ans. Donc, ça donne une certaine visibilité aussi à l'investissement qu'on a fait. Donc, quelque part, voilà, l'idée ici, on est parti quelque part dans une direction où, OK, on savait où on allait, en tout cas au début, mais on ne savait peut-être pas où on allait atterrir. Finalement, on atterrit bien. Après, il faut dire que ce n'est pas ça non plus qui va faire que vous allez résoudre tous vos problèmes, mais en tout cas, ça y contribue, ça permet d'avancer, ça permet de garder votre personnel, ça permet de garder une activité, et une activité appelle toujours d'autres activités. Donc finalement, oui, la crise, parfois, c'est un peu bateau de dire ça, parfois c'est une opportunité, mais il faut aussi l'écrire et le vouloir. Des opportunités, vous en avez trouvé aussi dans cette période particulière, Laurent ? Oui, tout à fait. Comme Mohamed, exactement. Bon, nous, on était, à mon avis, une structure plus petite à la base. Donc, je pense que la crise a été très dure pour les gros acteurs, les moyens acteurs. Enfin, les gros acteurs s'en tiraient pas mal, les moyens avaient plus de mal. Les PME de moyenne taille, tout dépend aussi du secteur. Mais pour les tout petits comme nous, qui avaient un peu la capacité de créer et d'adapter le business model, un peu comme Syndic for You aussi, à ce qui va se passer, c'était plutôt une aubaine. Donc nous, on s'est concentré sur de la recherche et développement. On n'a pas vraiment utilisé le canal e-commerce, mais il y a certains partenaires, comme par exemple eFarms, pour ne pas les citer, qui ont boomé. Donc on a boomé avec eux. Donc on a suivi un peu cette tendance du local. Donc ça nous a été, ça a joué en notre faveur. On a créé 2 nouveaux goûts. On a multiplié nos points de vente malgré le fait qu'on ne pouvait pas en lancer de nouveaux parce que vous n'avez pas de visibilité, vous avez peut-être 50% de points de vente en moins, vous ne pouvez plus faire de dégustation. Donc c'est des choses très pragmatiques pour tout ce qui est la boisson. Qu'est-ce que vous faites ? Vous essayez un peu de vous renouveler, donc vous essayez d'interagir avec des acteurs comme eFarms en online ou alors vous proposez quelque chose d'aller faire des collectes, des paniers, vous êtes dans des packs cadeaux qui ont beaucoup marché pendant la crise. Et le résultat, c'est qu'on est passé de 40 magasins à l'époque à 240 maintenant, sans pouvoir faire de dégustation. Donc les opportunités, oui. Et comme Mohamed pour le textile, je pense que pour l'alimentation aussi, les gens se posent plus de questions et sont prêts aussi à dépenser plus pour leur santé et pour donner de l'emploi à proximité. Geoffroy, par rapport justement à ces opportunités, vous aussi, vous avez pu en saisir certaines dans cette période un petit peu étonnante, avec d'abord ce coup de massue dont on parlait tout à l'heure. Oui, effectivement. Mais donc on parlait des assemblées générales et en fait, autant elles ont été supprimées par arrêté royal, autant c'est par après, donc en décembre de l'année dernière, donc en fait il y a maintenant 3 mois, 3-4 mois, que le ministre de la Justice, une fois qu'on avait un gouvernement qui était créé, le nouveau ministre de la Justice s'est attelé justement à faire revivre tout ça et à trouver une solution pour quand même faire renaître ces AG de copropriété. Il a dit, voilà, en fait, elles peuvent se passer virtuellement ou à distance ou par écrit. Et donc, il y a un texte de loi qui a été voté. Alors, nous, on a été mis au courant quelques semaines auparavant que ce texte était en fait en cours de rédaction et qu'ils y réfléchissaient au cabinet du ministre. Et donc, je me souviens, on avait vu le communiqué de presse qui avait été envoyé par la Fédération des agents immobiliers. C'était, je crois, en novembre. Le soir même, je contacte mon CTO et on a directement réfléchi. En fait, il faut absolument qu'on puisse avoir un module d'Assemblée Générale à distance, donc une sorte de Teams ou de Zoom, mais avec tout qui est intégré dedans, où les gens peuvent voter depuis leur téléphone,
sur tous les points discutés à l'AG, avec le PV qui se fait automatiquement, etc. Et donc, où en fait, tout peut se passer naturellement, mais simplement avec un écran au lieu de le faire en présentiel. Et donc là, on a été je peux le dire, on a vraiment été balèze parce qu'en 3 semaines de temps, on a réussi à faire ça. On a bossé jour et nuit, mais en 3 semaines de temps, on a sorti ça. Et le jour où la loi était votée, le projet était lancé. Et donc là, depuis lors, maintenant, on a plein de clients qui viennent parce qu'en fait, ils viennent faire leur AG sur notre plateforme. Et puis après ça, ils s'inscrivent à Syndic4You pour continuer la gestion de leur copropriété. Voilà, mais plus d'AG en présentiel, mais c'est une opportunité via ces nouvelles AG virtuelles. Oui, clairement. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a même des gens qui nous disent avant, on avait peut-être la moitié de copropriétaires qui venaient aux AG. Maintenant, on arrive presque à un taux de 100% parce que ceux qui habitaient trop loin ou autres, et ça les embêtait de venir, mais maintenant, ils trouvent ça facile de faire ça par ordinateur. Et tout faire par ordinateur, c'est quand même aussi malgré tout difficile. Dans votre métier, c'est aussi un métier de vente. Vous devez convaincre vos clients, prendre des contacts avec vos clients. Alors qu'est-ce que ça a changé, toute cette situation aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez tout faire aujourd'hui par visioconférence, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez compliqué quand même malgré tout à prendre en compte? Mais dans notre cas, on était déjà en ligne, donc on va dire que ça facilitait les choses. Donc la révolution un peu de flyer.be, c'était l'imprimerie en ligne, c'est-à-dire que vous pouviez tout commander en ligne en cliquant, en commandant, payant en ligne, et vous aviez 2 jours après votre propre support personnalisé. Donc, on va dire que ça n'a pas eu d'impact, le fait les Zooms ou les réunions à distance, puisque les commandes se faisaient entièrement en ligne, digitalisées, avec tout un marketing derrière et une plateforme de commandes très détaillée, choisir le modèle, la taille, le type d'élastique et ainsi de suite, très détaillé. Et le fait que nous étions déjà spécialisés et en ligne, ça nous a permis de sortir une plateforme très rapidement, qui était très facile d'utilisation. Et donc, toutes les commandes arrivaient via ce portail. Après, les très grosses commandes, ça se faisait par téléphone. Et là, effectivement, il n'y a plus possibilité d'aller, de rencontrer, de distribuer. Il faut envoyer des échantillons par poste. 9 fois sur 10, ça n'arrive pas, ou à la mauvaise personne. Donc, parfois, il faut prendre sa voiture, aller le déposer soi-même. Ce genre de choses, mais on va dire que le digital, quelque part, nous avait déjà rendu service parce qu'on y était habitué auparavant. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous avez 2 activités totalement différentes, ou bien est-ce que c'est vraiment une seule et même société qui fait cette activité de couture et l'autre activité originelle de flyer, d'affiches qui reprend, j'imagine, un petit peu maintenant quand même? Mais là, l'atelier de couture avec la production de masques et autres est venu, on va dire, compléter et compense les pertes, puisque pour l'instant, on ne voit pas encore le bout du tunnel au niveau de la reprise, de la fameuse reprise, s'il y a reprise. Donc, tout ce qui est événementiel, salon, réca, foire et ainsi de suite. Donc, ça compense. Après, il faut voir s'il ne faut pas encore réinventer un nouveau projet. Vous pensez à un autre projet, là, pour l'instant? On est déjà sur le suivant, déjà. On est déjà en phase assez avancée. Je ne peux pas en dire encore trop sur le sujet, mais on est en train de sortir le sujet suivant, parce qu'on peut pas, clairement, on ne peut pas attendre qu'on nous dise les salons reprennent comme avant, Batibo reprend comme avant, les foires, les événements. Nous, en été, on travaillait beaucoup avec tout ce qui était festival, Tomorrowland et ainsi de suite. C'est des affichages énormes, ça représente un chiffre d'affaires très élevé pour nous. Il n'y aura pas encore cette année, il n'y a pas eu l'année dernière. Donc on ne peut pas se dire, OK, Tomorrowland, c'est pour encore l'année prochaine, on mord sur notre chic. Non. Donc, dans les cartons, il y a un projet qui va être très intéressant, je pense. On suivra ça avec attention, vous nous recontacterez et on vous réinvitera pour suivre ces nouveaux projets. Alors, Laurent, est-ce que vous sentez cette reprise venir, ou bien est-ce que ça reste encore délicat pour l'instant, ou bien vous êtes peut-être un peu moins soumis, évidemment, à des aléas tels que celui de Mohamed, qui dépend fortement du secteur événementiel. Vous, c'est plutôt le marché des consommateurs, mais est-ce que vous attendez un regain d'activité prochainement? Déjà, je pense qu'il y a l'effet de la saisonnalité pour tout ce qui est alimentaire qui va jouer. Donc, l'arrivée des beaux jours,
même plus que l'alimentaire, le textile aussi. Je pense que ça... On a vu que les soldes ont été mauvaises cette année, mais on prévoit, et je l'espère aussi pour tous les commerçants et les indépendants, des soldes bien meilleurs pour l'été, avec un assouplissement des mesures et des beaux jours. Donc ça, c'est le premier effet. Pour nous aussi, effectivement, vu qu'on partait peut-être plus d'une petite structure, on a juste, du coup, se focaliser sur certains canaux de vente, plutôt que, par exemple, l'Horeca, l'événementiel, etc. Donc on prépare la reprise de l'Horeca, on prépare la reprise de l'événementiel, et ce n'est pas un tabou de dire qu'il y a beaucoup aussi d'Horeca, en tout cas ceux qui ont eu la chance de te tenir bon pour l'instant, qui commencent déjà à vouloir embaucher de manière flexible des hôtels aussi pour préparer cette reprise. Et nous aussi, dans nos commandes, ça se sent, donc on est prêt. Mais il est clair qu'on est un peu en face d'une économie à plusieurs vitesses, avec ceux qui peuvent être entièrement digitalisés et d'autres qui ne peuvent malheureusement pas l'être. Tout ce qui est esthétique, spa, dans l'alimentaire aussi, on est un peu aussi soumis à certaines contraintes. On ne peut pas faire dégustation, produire, on doit quand même y aller, on doit quand même aller sur le terrain. Les clients ont 30 minutes pour faire leurs courses, donc il faut un peu se renouveler, faire plus de digital, oui, mais aussi peut-être plus de visibilité en rayon en ce qui nous concerne. Donc voilà, en tout cas, je pense que beaucoup d'indépendants l'attendent avec impatience. Et vous, Geoffroy, la reprise, est-ce que vous la voyez ou bien elle est peut-être déjà là pour vous, puisque vous le disiez, hein, on approche ou on est déjà peut-être dans la période faste des assemblées générales, et comme il y en a toute une série qui ont été reportées de l'année précédente, voilà, ça cartonne pour vous là maintenant ? Oui, en fait oui. En fait oui, ça se passe bien, d'autant plus que on passe le leurrer, il y a des gens qui font des petites AG en Stummelings, qu'on aime bien le dire, mais ils le font alors souvent par écrit, ou ils le font de manière cadrée. Donc oui, les AG reprennent. De manière générale, en fait, les gens ne peuvent pas laisser leur bâtiment entre guillemets moisir pendant 2 ans. En plus, ils sont encore plus chez eux pour l'instant. Oui, ça c'est clair, Ils ont peut-être un peu plus de temps d'ailleurs pour s'occuper de leur copropriété. C'est ce que je pensais au début, mais en fait pas spécialement. En fait, les gens, mine de rien, sont, je sais pas, ils se cantonnent à d'autres choses, mais je pense que ils sont plus frustrés peut-être par ce qui concerne la copropriété. Donc par exemple, ils ont dû vivre avec leurs voisins en permanence, 24 heures sur 24. Donc il y a peut-être plus de tensions qui ont été créées. Donc effectivement, il y a eu des gens qui nous ont contactés pour dire voilà, il faut qu'on trouve des solutions de copropriété un peu plus durables que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que ça marche plus. Mais sinon, il y a une chose aussi qu'on s'est rendu compte, c'est que la crise a également mis en lumière d'autres choses qu'on n'avait pas pensées. Et donc on parle de digitalisation, on parle du milieu bancaire qui s'est fortement, on va dire, digitalisé ces derniers temps. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des gens qui nous disaient, en fait, on a des problèmes pour créer un compte de copropriété. En fait, chaque copropriété doit avoir un compte bancaire. Et donc, ils disaient, ça fait 6 semaines qu'on a fait une demande pour avoir un compte. Le problème, c'est qu'avec la crise sanitaire, ils voyaient sur place, etc. L'agence est fermée, enfin, c'est l'enfer. Et donc, en fait, ça nous a juste poussé à faire quelque chose, d'accélérer, on va dire, encore plus l'innovation, qui était peut-être censée venir dans quelques années. Maintenant, on le fait maintenant. C'est qu'on on met une couche néobanque sur notre application, ce qui fait qu'on va devenir une sorte de Revolut également. Donc les gens vont pouvoir créer leur compte Syndic for You, qui sera alors lié à la comptabilité dans l'outil. Et donc finalement, on va encore plus s'automatiser et se digitaliser, on va dire. Et ça, ce sont des choses aussi, ce sont des opportunités finalement qui sont venues plus vite que ce qu'on aurait espéré. Et donc, des nouvelles habitudes des consommateurs dont vous allez pouvoir profiter dans les prochains mois, dans les prochaines années. On espère en tout cas, oui. Et vous, Mohamed, est-ce que la situation actuelle, ça reste extrêmement compliqué, ou bien est-ce que vous avez aussi vous voyez aussi des opportunités dans cette digitalisation, comme en parlait Geoffroy? Mais clairement, comme la reprise telle qu'elle comme avant, je pense qu'il ne faut pas l'attendre, il faut avancer. Mais le fait de la digitalisation, on le sait tous, hein, le e-commerce a boomé
pendant cette crise. Donc, comme nous, on est en ligne, ça nous a aidés aussi. Et donc, ça nous permet de maintenir aussi un certain niveau d'activité. Mais ce sont des petites commandes, des petits paniers, mais ça permet quand même de tenir. Si on n'était pas en ligne, ce n'est pas possible. Et donc, on aurait dû voir peut-être même fermer, puisque c'est le cas de plusieurs autres entreprises dans le secteur. Donc, le fait qu'on était dans cette digitalisation avant nous a aidés pour maintenant. Ça, c'est une chose. Et comment on doit s'adapter, je pense qu'il faut, comme je le dis, changer un peu son mindset, plus penser les Excel à 3 ans, 5 ans, il faut oublier. Et une autre chose sur laquelle je rebondis par rapport à ce que disait Geoffroy, un bon booster pour vous pousser, pour faire entreprendre, c'est tout ce qui est procédure administrative. À un moment donné, nous, on a regardé, mon associé et moi, pour voir comment on pourrait obtenir des aides ou ainsi de suite. Et en fait, c'était tellement compliqué, un dédale administratif kafkaïen, qu'on s'est dit, on laisse tomber, et on avance, on crée nous-mêmes, et on oublie ça. Et donc ça, je trouve que c'était aussi une petite anecdote intéressante, parce que si vous souhaitez que ce soit les autres ou attendre qu'on fasse quelque chose pour vous, ce ne sera pas le cas. Donc, allez-y, entreprenez, avancez. Il y a toujours quelque chose à faire. Et je crois que la crise, maintenant, ça va devenir un mot à la mode pour dire on est en crise. Je ne sais pas si ce modèle va perdurer, mais je ne suis pas convaincu que ça va revenir exactement comme on était avant. Donc, mieux vaut s'adapter. Laurent, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Mohamed? À un moment, il faut peut-être plus trop se poser de questions. Et justement, c'est une des qualités de l'entrepreneur. On oublie toutes ces procédures et on fonce, on crée notre produit et on y va. Tout à fait. On peut toujours reporter, que ce soit des projets professionnels ou personnels. Il ne faut pas utiliser la crise comme excuse pour reporter ces projets. Je pense qu'il faut plutôt s'adapter, comme l'a dit Mohamed, pas faire des plans, des 10-year plans ou des plans sur 5 ans, vraiment voir, observer dans un premier temps, puis regarder un peu tous ces changements d'habitude de consommation, ces changements aussi sur la manière d'utiliser le digital. Quand on sait qu'actuellement, dans des grosses structures, dans des banques, dans des télécoms, ça va devenir la norme de passer à 3 jours de télétravail par semaine, avec, pour ne pas le citer, certains grands noms qui comptent vendre la moitié de leur bureau parce qu'ils vont faire des économies là-dessus. On sait très bien qu'il y aura un changement dans les habitudes de travail, dans les habitudes de consommer. Et donc, c'est plutôt maintenant qu'il faut se lancer et pas après, je dirais. Comme des initiatives comme Geoffroy, où par exemple, on a connu un boom de vente dans tout ce qui était, à nouveau, c'est quelque chose de très pragmatique, tout ce qui était pack cadeau pour les entreprises, avec le moral de beaucoup d'employés aussi qui est assez bas, toujours pas vraiment habitués à du télétravail à 100%. Et donc, ils reçoivent pas mal de packs cadeaux chez eux. Il faut adapter aussi un peu, à nouveau, dans notre style de consommation, adapter un peu son produit. Donc, nous, on a un produit qui, pour l'instant, est uniquement en verre et on va arriver avec un tout nouveau format écologique dans quelques mois, ultra pratique, léger, adapté à l'e-commerce, adapté à ces nouvelles habitudes de consommation et toujours aussi bénéfique pour la santé et locale. Donc voilà, il y a des opportunités. Aussi, dernière opportunité qu'il faut saisir dans ces crises, c'est que je pense que les pouvoirs publics vont vouloir absolument relancer un peu la machine à vapeur, et ils le prouvent aussi de par certaines grandes mesures fortes, notamment en Wallonie avec le plan pour soutenir l'économie locale et durable qui s'élève à plusieurs millions d'euros et dont a bénéficié pas mal de structures, pas la nôtre, mais pas mal de partenaires, et aussi pour relancer l'emploi. Donc je pense que c'est plutôt le bon moment. Et Geoffroy, Laurent disait, voilà, c'est maintenant qu'il faut entreprendre, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Est-ce que le fait de s'être lancé vraiment au début de la crise, comme vous, est-ce que ça vous donne un avantage sur les autres? S'il y a une chose que je peux dire qui pourrait peut-être que je pourrais donner comme avantage, c'est que au fond, le fait d'avoir été confiné pendant 1 an, en fait, j'ai plus d'activité sociale, ni sportive, ni rien pendant 1 an. Vous êtes puni, comme nous tous. Mais voilà, exactement. Et pourtant, j'ai jamais autant sué de ma vie au travail, quoi. Et aussi parce qu'en fait, il y avait quasi plus rien d'autre à faire. Et donc, c'est ça aussi que.
Enfin, aujourd'hui, je crois que je peux compter sur le doigt de ma main le nombre de films Netflix que j'ai regardés depuis mars dernier. Parce qu'en fait, dès que j'avais une demi-heure devant moi, hop, je ouvrais mon PC et je continuais à bosser. Et c'est ça aussi ce qui est fou, c'est qu'en un an de temps ici, je crois que j'ai fait ce que j'aurais peut-être fait en 2 ans et demi sans la crise, parce qu'en fait, j'aurais continué toutes mes activités à côté, etc. Et on aurait été peut-être un peu plus lentement. Et ici, je crois que le fait d'avoir d'un côté le couteau sous la gorge et de l'autre côté tout ce temps, entre guillemets, à devoir rester chez soi et à devoir rester concentré sur ce qu'on veut faire, en fait, j'ai jamais abattu autant d'heures de travail de ma vie en un an de temps ici, quoi. Donc ça, effectivement, c'est un avantage, c'est que je crois que j'ai gagné 2 ans grâce à ça, quoi. Mohamed, et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, peut-être à titre plus personnel, cette crise, sur votre réflexion en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous? Mais je me répète un peu, mais l'aspect court terme, c'est-à-dire on a été un peu éduqués, je pense qu'on vient tous de grandes écoles, un peu de commerce, où on a travaillé avec plan à 3 ans, plan à 5 ans, et ainsi de suite. On était un peu formatés là-dedans. Et du jour au lendemain, je pense qu'il fallait le faire. Il faut laisser tomber les PowerPoint, laisser tomber les Excel, et mettre la main au cambouis et y aller. Et se dire, OK, je fais ça, le dossier suivant, on va voir, on verra. Avant, on a été un peu élevé dans une culture où on n'aimait pas l'incertitude. La chose la plus difficile, c'est qu'on a grandi à l'école, pendant nos études, ensuite en entreprise, mais tout le système nous habitue à lutter contre l'incertitude et à avoir le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle interne, même dans les entreprises, les procédures. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir cette flexibilité-là, de se dire, OK, mais il y a des choses sur lesquelles je n'aurai pas le contrôle. Je ne sais pas ce que ça va devenir, ce projet, dans 3 ans, mais je sais ce qui va devenir demain. Je le fais. Si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas voir si ça va fonctionner ou pas. Donc, il faut mieux le faire. Et c'est cette capacité qui, pour moi, une des plus grandes difficultés, à cause du formatage dans lequel on a été tous, et on a grandi, parce que c'est notre culture un peu de société, notre culture éducationnelle. J'imagine que dans les pays anglo-saxons, on en parlait un peu au début de débat, aux États-Unis, ils avaient un peu moins cette culture rigide que nous. Et donc peut-être que c'est plus facile, mais pour nous, je pense que c'est un challenge. C'est se dire, OK, je ne sais pas où ça va être dans 3 ans. On n'aime pas trop ça, mais il faut changer. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je retiendrai qu'on laisse tomber les PowerPoint. Je pense que vous avez tout à fait raison. Un grand merci à tous les trois pour votre présence aujourd'hui au Cercle de Wallonie à Liège. Et un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. On se retrouve très bientôt.